Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, la stratégie mise en place par l'État pour rétablir la sécurité dans le district d'Akasbé porte ses fruits. L'implication active des habitants renforce également cette dynamique. Selon le député élu dans cette circonscription, certains Daal ont même choisi d'abandonner leurs activités criminelles après des échanges avec la communauté locale. Tous ces éléments permettent d'affirmer que l'insécurité a considérablement diminué dans la région. Le district d'Akasbé figurait parmi les zones les plus touchées par l'insécurité, avec des cas fréquents de vol de bétail et d'enlèvement. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée grâce à la mobilisation de la population et aux stratégies déployées par le gouvernement. Certaines mesures ont même convaincu des Daal de renoncer à leurs activités criminelles. Ces avancées doivent être consolidées et renforcées selon le député de la circonscription, Persir Azafmandimbi. L'insécurité freine le développement du district. Face à ce constat, le député d'Akasbé appelle à un renforcement de forces de l'ordre et au maintien des stratégies déjà en place pour garantir la sécurité, condition essentielle au progrès économique et social de la région. Et le nouveau maire de Saboutname, Nzakanaval Naranjanarvel, alias Zukunzak, place le social au cœur de son mandat. Dès le début de son exercice, il entend élaborer une stratégie pour garantir une sécurité durable dans la commune en collaboration avec les forces de l'ordre et le comité de sécurité local. Selon lui, le développement ne peut se faire que dans un climat de paix et de sérénité. Felana Rakutoir Soul sur les images de Anzar Rajanarvel. Un accompagnement particulier sera accordé aux agriculteurs de la commune afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins quotidiens. L'objectif, conformément à la politique générale de l'État, est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, explique le maire de Saboutname, Nzakanaval Naranjanarvel alias Zukunzak. En parallèle, des descentes seront organisées sur les marchés en collaboration avec le ministère du Commerce pour surveiller les prix et éviter les abus. La commune prévoit également d'agir avec les transporteurs pour remédier au manquement de certains chauffeurs de transport en commun qui ne respectent pas leur engagement, une situation qui exaspère les habitants. Les travaux d'infrastructure seront lancés après une réunion avec le conseil municipal. Cela inclut la réhabilitation des routes, la construction d'un terrain de sport et l'installation d'un éclairage public sur les axes principaux et les ruelles afin de renforcer la sécurité. Et puis, le nombre des maires élus sous la bannière de la plateforme Irmar dans le district de Souav-Nanjin a doublé. Selon le coordinateur du parti TGV dans ce district, cela témoigne de la confiance du peuple envers le régime actuel. Désormais, 10 des 16 maires du district sont issus de l'Irmar, contre seulement 5 lors des précédentes élections municipales. De plus, certains maires indépendants ont déjà annoncé leur ralliement au pouvoir en place. Lors des dernières élections municipales, seuls 5 des 16 maires du district de Souav-Nanjin avaient été élus sous la bannière du mouvement allié au régime. Ce chiffre est monté à 10 lors du dernier scrutin. Par ailleurs, plusieurs maires indépendants ont officiellement annoncé leur adhésion à la plateforme Irmar. Cette évolution illustre la confiance grandissante des citoyens envers l'administration actuelle, selon le coordinateur du parti TGV à Souav-Nanjin. Le district fait partie des zones ayant bénéficié de nombreuses infrastructures répondant aux besoins de la population sous ce régime, d'après les explications. Vendredi dernier, les maires élus sous l'étiquette Irmar à Souav-Nanjin ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle des héros à Mbutruch. 1150 élèves, inspecteurs et agents de police ont été placés sous le drapeau à l'ENIAP Intirabé vendredi dernier. Cette 30e promotion baptisée MANEV s'inscrit dans la politique de l'État visant à renforcer les effectifs de la police nationale tout en mettant l'accent sur l'aspect humain et le maintien de l'ordre. Felana Rakutoir Soul pour plus de détails.
La cérémonie d'intégration officielle des nouveaux élèves policiers s'est tenue le 7 février à l'ENIAP Intirabé, l'école de formation des inspecteurs et agents de police rattachée au ministère de la Sécurité publique. Cette promotion, MANEV, compte 150 élèves inspecteurs et 1000 élèves agents de police, dont 153 femmes. L'augmentation des effectifs policiers répond à l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance efficace, a souligné le ministre de la Sécurité publique, Irlal Rakutormanan, dans son discours. Il a également exhorté les élèves policiers à respecter la discipline afin d'accomplir au mieux leur mission sacrée, protéger la population et ses biens, et veiller à l'application des lois. Après une formation initiale de 45 jours, ces nouveaux élèves policiers entameront leur apprentissage théorique et pratique sur les réalités du métier, a précisé le ministre. Et puis la zone de défense et de sécurité ZDS de Tiafadzavn a effectué hier un reboisement à Tsapanmaz ou Tironmandidi. Au total, 5000 jeunes plants de diverses espèces, dont des acacias et des arbres fruitiers, ont été plantés sur une superficie de 5 hectares. Le thème retenu cette année pour le reboisement organisé par l'armée est « Les forces armées plantent des arbres, une source d'énergie durable ». Cette initiative s'inscrit dans la politique et les objectifs fixés par le ministère de la Défense nationale qui ambitionne de reboiser 10 000 hectares dans tout Madagascar, répartis entre les différentes zones de défense et de sécurité du pays. Hier, c'est la ZDS Tiafadzavn, placée sous le commandement du général Ratulzanar Johnson Bernard, qui a réalisé un reboisement à Tsapananmaaz, Tironmandidi. Au total, 5000 jeunes plants de différentes espèces, dont des acacias et des arbres fruitiers, ont été mis en terre sur une surface de 5 hectares. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, représentant le ministre, a souligné l'importance de cette action qui rejoint l'une des missions fondamentales de l'armée, la protection du pays, incluant aussi la préservation de l'environnement. L'objectif est de faire de Madagascar une île verte pour les générations futures. Cette opération de reboisement a vu la participation des militaires de la ZDS Tiafadzavn, des forces de police, de la gendarmerie nationale, ainsi que de plusieurs directions régionales de la région de Bungulav. Les associations des épouses de militaires et de gendarmes, FIVAMI et FIVASA, ont également pris part à cet événement. Un suivi sera assuré pour entretenir les jeunes plants et garantir leur croissance afin d'obtenir des résultats concrets à long terme. Dans un tout autre sujet, le parti Team doit se remettre en question car il ne parvient plus à convaincre les électeurs, a déclaré le directeur de cabinet du président de la CENI. Selon lui, la mission de la CENI est d'organiser les élections, non de faire campagne pour les candidats des différents partis. D'après l'analyste politique Gérard Ramamimampiun, la réforme du système électoral ou des lois du pays n'est pas la solution aux problèmes nationaux. Ce qui doit changer, c'est l'attitude de certains politiciens marquée par la corruption et l'opportunisme. C'est une Irlande. Le directeur de cabinet du président de la commission électorale a interpellé le parti Team sur la légitimité de ses accusations contre la CENI. Il remet en question la pertinence de ses critiques au regard des résultats électoraux du parti, notamment lors des dernières élections municipales à Antananarivo. Le Team, qui souhaite une refonte du système électoral, revendique une modification de la Constitution selon les explications. L'analyste politique Gérard Ramamimampiun appelle les acteurs politiques à privilégier l'intérêt général plutôt que des ambitions personnelles. Il a insisté sur le fait que la priorité absolue est la lutte contre la pauvreté et non la modification des lois et des structures institutionnelles. Pour terminer l'actualité locale, le Nouvel An chinois a officiellement été célébré le 29 janvier dernier. Cependant, les Chinois ont la possibilité de le fêter durant un mois. Aujourd'hui, c'est la communauté chinoise d'Antananarivo, réunie au sein de la congrégation de Beorirk, qui a marqué cet événement. Radramananzatouf sur les images de Pras de Nilsson.
La date de célébration du Nouvel An chinois varie chaque année en fonction du calendrier lunaire. Pour cette année, elle a été fixée au 29 janvier. Toutefois, les Chinois ont la possibilité de prolonger les festivités jusqu'à un mois après cette date officielle. Ce jour, c'est la congrégation de Beorirk, représentant la première association chinoise fondée à Madagascar en 1953, qui a organisé une célébration particulière. L'événement a été marqué par diverses démonstrations culturelles mettant en avant les traditions chinoises. L'association compte des milliers de membres répartis à travers tout Antananarivo. Dans les actualités internationales, sous un soleil radieux, 250 000 personnes, selon la police, plus de 300 000 personnes, selon les organisateurs, ont manifesté samedi à Munich contre l'extrême droite. À 2 semaines des législatives, l'AfD est deuxième dans les sondages. France 24. La prairie Sainte-Thérèse à Munich, noire de monde. Malgré le froid de ce mois de février, plus de 250 000 manifestants sont descendus dans les rues de la capitale bavaroise pour protester une nouvelle fois contre le parti d'extrême droite allemand, Alternative für Deutschland. À 2 semaines des élections législatives, les électeurs ne baissent pas les bras. Ils ne veulent pas d'un tel parti au gouvernement. Mon souhait est que les démocrates reprennent le dessus, que l'AfD soit repoussée et que la démocratie s'étende davantage en Europe. Ça suffit en Autriche, en Amérique et dans d'autres pays. Tant de fascistes sont déjà aux commandes. Il faut s'y opposer. Même scène de rassemblement massif ici à Brême, où pancartes antiracisme côtoient les appels à la tolérance. Comme dans d'autres villes allemandes, le mouvement ne cesse de s'intensifier depuis les premiers signes de rapprochement entre le candidat conservateur à la chancellerie et l'AfD. Jusqu'alors favori dans les sondages, Friedrich Merz s'est appuyé sur ce parti pour faire adopter au Bundestag une motion non contraignante visant à bloquer tous les étrangers sans papier à la frontière, y compris les demandeurs d'asile. Mais face à la montée des protestations, la CDU-CSU tente de rassurer les électeurs à grand renfort de communication anti-AfD. En meeting à Nuremberg ce samedi, le candidat l'a réaffirmé, il ne trahira pas son pays. L'AfD remet tout cela en question par principe. Et elle veut trouver son salut et sa paix dans le giron de Poutine. Ce n'est pas notre politique. Et pour ces seules raisons, il n'y aura aucune forme de coopération, ni même de participation gouvernementale, ni de tolérance, sous quelque forme que ce soit. Malgré tout, le bref rapprochement des conservateurs avec l'AfD ne semble pas avoir eu d'effet dans les sondages. Ces derniers sont restés premiers, avec près de 30% des intentions de vote exprimées, tandis que l'AfD dépasse légèrement les 20%, lui permettant de conserver sa 2e place, juste devant les sociodémocrates du chancelier actuel Olaf Scholz. Plus de 13 millions d'Équatoriens se rendent aux urnes aujourd'hui pour le premier tour de l'élection présidentielle et pour des élections législatives. Pour la présidentielle, il y a 16 candidats. France 24. Des militaires en renfort pour superviser la distribution du matériel électoral. Ici, dans la capitale équatorienne, tout est prêt pour le premier tour de l'élection présidentielle. Victime de sa position géographique entre le Pérou et la Colombie, le pays andin subit la violence liée au trafic de drogue. Alors la sécurité est au cœur des préoccupations. Il est important de souligner le travail des forces armées pour assurer la sécurité de la chaîne de contrôle du matériel électoral. Il est crucial de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, les forces armées prennent le contrôle du matériel électoral et qu'il est transporté sous stricte surveillance militaire jusqu'au bureau de vote. La course à la présidentielle voit s'affronter 16 candidats, mais 2 d'entre eux semblent tirer leur épingle du jeu. Daniel Noboa, président sortant et héritier d'un empire de la banane, et Luisa González, avocate et mère célibataire représentante de la gauche équatorienne. Cette dernière s'est engagée à se battre contre le trafic de drogue, à relancer l'économie en déclin et à augmenter les énergies alternatives dans un quotidien rythmé par les coupures de courant généralisées.
De son côté, Daniel Noboa a lui aussi fait de la lutte contre les tensions entre les gangs rivaux son cheval de bataille, déclarant plusieurs fois l'état d'urgence ces 2 dernières années. Sa promesse, ramener la prospérité et la sécurité dans le pays, a commencé par celle de ses frontières, fermées pour 3 jours. La frontière a été fermée. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle dans le cadre de ce décret qui restreint de manière temporaire l'entrée de citoyens étrangers dans le pays pour protéger la sécurité, l'ordre établi et la démocratie pendant ce processus électoral. Près de 14 millions d'Équatoriens sont appelés à participer au vote obligatoire de dimanche. La plupart des sondages placent le président sortant en tête, mais son avance ne semble pour l'instant pas suffisante pour éviter un second tour en avril prochain. Et Donald Trump a signé hier un décret pour supprimer l'aide américaine à l'Afrique du Sud. Il reproche à Pretoria ses liens avec l'Iran au sein des BRICS, sa position pro-palestinienne et affirme qu'une minorité de fermiers blancs est opprimée sous le régime de l'ANC. Il annonce même qu'il va leur donner le statut de réfugiés. France 24. L'Afrique du Sud, c'est la consternation. Consternation déjà du côté des victimes de cette décision. La suppression de 400 millions de dollars d'aide américaine affecte surtout le budget de la santé, des politiques de lutte contre le sida. Mais consternation aussi en raison du manque de fondement de cette décision. Les autorités de Pretoria ont bien évidemment fait savoir qu'aucun fermier blanc n'avait été évincé de force. Il y a une politique de redistribution des terres spoliées sous l'apartheid, mais les fermiers à qui on prend entre guillemets les terres, en fait, revendent leurs terres à l'État à un prix juste, prix posé en accord avec l'État. Alors, cette politique a été très lente et très chère, et c'est pour cela qu'il y a une nouvelle loi aujourd'hui. Mais les expropriations sans compensation ne se feront que dans des cas extrêmes. Alors, bien sûr, depuis plusieurs années, certains milieux minoritaires africanaires sont très proches des milieux de Donald Trump et se plaignent notamment des attaques dans les fermes. Les fermiers blancs, isolés, âgés, sont souvent les cibles de la criminalité en Afrique du Sud, mais rien n'a prouvé que ces meurtres étaient politiques. En tout cas, ce soir, l'Afrique du Sud parle d'une seule voix parce que même le groupe AfriForum, qui fait partie du gouvernement d'unité nationale, a déclaré qu'il n'avait pas demandé ces sanctions et que surtout les fermiers n'iraient pas se réfugier aux États-Unis car le sort des fermiers africanaires sud-africains est bien en fait lié au futur de l'Afrique du Sud. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après le film de la soirée, The Union. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.